Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette table ronde consacrée au bambou, une matière qui, en quelques années, est devenue incontournable dans notre industrie. En effet, qu'il soit brut ou en fibre, le bambou est aujourd'hui utilisé dans la fabrication de très nombreux objets publicitaires. Mais si le bambou est présenté comme une matière écologique, nécessitant peu de ressources pour sa culture, sa réputation a été ébranlée en début d'année par la décision de la Commission européenne d'interdire la mise sur le marché des objets de contact alimentaire à base de fibres de bambou et de mélamine. Alors, matière écologique ou fausse bonne idée, que penser de l'usage du bambou dans les objets publicitaires? Pour en parler avec nous, j'accueille trois experts du marché. Diane Semama, fondatrice et présidente de l'agence DreamAct Pro, spécialiste des objets médias écologiques. Julien Azoulay, country manager France pour le fournisseur Xindao. Et Pascal Lambert-Desmures, experte chimie et contact alimentaire chez SGS France, qui est leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification. Merci à tous les trois d'être là. Avant toute chose, il est peut-être important de faire un petit point technique et sémantique pour être sûr de savoir de quoi on parle. Donc Pascal, je me tourne vers vous. On évoque le bambou, la fibre de bambou. Bien souvent, on mélange un peu les deux, ou le bambou est une appellation générique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre bambou et fibre de bambou, et pourquoi la fibre en question pose aujourd'hui problème? Merci. Oui, alors en fait, il y a deux types de produits en bambou, principalement dans le contact alimentaire, mais aussi dans d'autres objets. Donc les produits en bambou brut, qu'on appelle bambou brut, sont carrément directement pris dans le tube de bambou, dans le tube brut. Et ils ne sont pas transformés, enfin très peu transformés, alors que la fibre de bambou, c'est du bambou broyé. Donc on va broyer le bambou et du coup, pour en faire des objets, on va ajouter ce qu'on appelle des liants en chimie organique. Donc c'est souvent des plastiques, comme la mélamine ou du PLA ou du PP, pour pouvoir faire un objet, pour pouvoir le mettre en forme. Le bambou brut présente très peu de danger, parce qu'en fait, il n'est pas transformé. On peut ajouter certains vernis ou colles. Il faut faire attention quand même à ces produits-là qui sont ajoutés à ce type de bambou, mais ça présente quand même beaucoup moins de danger que la fibre de bambou ou la poudre de bambou, ce qu'on peut aussi appeler poudre de bambou. Et quand on met de la poudre de bambou avec des plastiques, le matériau est peu homogène. Il est peu stable, ce qui présente beaucoup de soucis de chimie. On en parlera peut-être plus tard. Quelles sont les certifications en vigueur aujourd'hui pour cette plante, donc pour le bambou, que ce soit en matière de gestion de la ressource, des forêts, donc, mais aussi en ce qui concerne les êtres humains et la planète? Et puis même question pour la fibre de bambou, quelles sont aujourd'hui les certifications en vigueur? C'est pour moi? Pardon. La plus connue, c'est FSC. Clairement. Il y en a une autre qui s'appelle, on va regarder ça, c'est Rainforest Alliance ou quelque chose comme ça. La plus connue est clairement FSC. Le fait est que c'est une certification qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. C'est pas, en fait, tous les maillons de la chaîne, on en parlait un petit peu avant, doivent être certifiés. Aujourd'hui, dans notre métier, il y a beaucoup de gens, d'entreprises et de produits qui sont dits FSC et qui n'ont pas vraiment le droit de le clamer au effort, finalement. Je vais citer un de mes confrères, pourquoi pas, hein, qui est PF Concept et qui, pour le coup, est un des rares à avoir, en effet, la certification de A à Z. Nous, chez Xindao, par exemple, on y travaille. Et pour ce faire, il faut que nous, en tant qu'importateurs, on ait la licence FSC. Il faut que notre marqueur, notre usine de marquage ait la certification FSC. C'est vraiment du début à la fin. C'est en effet une des rares certifications. Elle est très importante puisque tous les maillons de la chaîne doivent l'être. Et c'est essentiel pour des raisons de transparence et de traçabilité. On y reviendra certainement, mais en effet, le bambou, c'est très vague. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise. Et la seule manière de savoir si un produit, finalement, va être écologique ou pas, c'est l'analyse de son cycle de vie. En anglais, la LCA, la Life Cycle Analysis. En français, il ne faut pas dire l'AVC, hein, c'est l'ACV, l'analyse de cycle de vie. Et c'est vraiment, en effet, essentiel. Et c'est que, on peut philosopher sur est-ce que c'est écologique ou pas. À un moment, il va falloir y apposer des données chiffrées. Et c'est ces données-là qui vont nous permettre. Donc il y a deux certifications principales, mais je pense que la plus connue et celle qui prend le lead, arrêtez-moi si je me trompe, c'est vraiment FSC. Et après, au niveau réglementaire, qui s'ajoute à la certification, au niveau contact alimentaire, ils ne sont pas réglementés. Donc il n'y a aucune réglementation spécifique pour le bambou au niveau contact alimentaire. Par contre, ils doivent quand même répondre au règlement général 1935-2004 pour ne pas présenter un danger pour la santé humaine. Donc si on fait des objets contact alimentaires en bambou, on doit se référer à ce règlement-là.
Donc du coup, les laboratoires de contrôle vont établir des plans de contrôle, des cahiers des charges internes qui permettent de vérifier certains paramètres pour vérifier l'innocuité des matériaux. Actuellement, la direction des fraudes n'a pas de volonté de faire une fiche spécifique bambou. On en discute pas mal avec les labos au niveau de la direction des fraudes. Ils nous ont imposé d'appliquer la fiche papier-carton, qui n'est pas applicable totalement au bambou. Certains tests sont applicables, mais pas d'autres. Donc du coup, on va appliquer la fiche papier-carton au maximum. On va aussi ajouter des tests pesticides, qui soient assez importants, pour vérifier que dans la culture, ils n'utilisent pas des pesticides. Normalement, dans la certification SFC, ce point-là est quand même vérifié, mais nous, au niveau des labos, on va revérifier ce point-là. Et au niveau de l'Europe, il n'y a pas de certification non plus. Donc chaque laboratoire fait un peu ce qu'il veut au niveau des tests. C'est un peu le problème. Pas de certification, vous dites, mais néanmoins, est-ce que vous pouvez revenir du coup sur la décision qui a été prise en février 2021 là, par la Commission européenne, qui a donc choisi d'interdire la mise sur le marché des objets de contact alimentaires à base de fibres de bambou et de mélamine. De quoi parle-t-on avec cette interdiction et quelles sont les conséquences de cette décision ? En fait, la Commission européenne a juste fait un rappel sur la réglementation parce que ces produits-là n'auraient jamais dû voir le jour. Parce qu'en fait, quand on ajoute de la fibre de bambou à du plastique, on le considère dans la réglementation plastique. Donc le règlement 10/2011 qui régit les contacts alimentaires des plastiques. Et dans ce règlement-là, il y a ce qu'on appelle la liste positive des substances autorisées à faire du plastique alimentaire. Et tout ce qui est fibres de végétales ne sont pas admises, hormis la fibre de bois. Seule la fibre de bois est autorisée pour faire des plastiques alimentaires. Donc toutes les fibres de bambou, fibres de canne à sucre, poudre de riz, tout ce qu'on peut trouver en végétal mélangé à du plastique, c'est interdit par le règlement 10/2011, depuis 2011. Donc ces produits n'auraient jamais dû voir le jour, en fin de compte. Et de par la dangerosité des produits qui ont été mis sur le marché, la Commission européenne s'est obligée de faire un rappel de la réglementation et du coup de publier cette note en 2021. D'autres pays ont publié avant des notes, l'Autriche notamment, le Benelux, l'Allemagne, je crois qu'il y a aussi le Danemark, l'Espagne et la France dernièrement en juin. Donc la France était un petit peu les derniers à rappeler la réglementation et à interdire ces produits-là. Julien, en tant que fournisseur, est-ce que Xindao a été impacté par cette décision ? Comment ça s'est passé chez vous ? On a été impacté avant la décision. Alors, nous, on a un fournisseur européen, et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai été contacté pour participer à la réunion. C'est que nous, ça fait 2 ans et demi qu'on a arrêté ces produits-là. Il faut savoir que mon mug en fibre de bambou plus mélamine, c'est notre 2e meilleure vente en Europe et en France. C'est notre 2e meilleure vente. Ça m'a valu, moi, il faut le savoir, les foudres de certains de mes confrères, même à certains moments, parce que il fallait bien que je l'argumente. On a arrêté notre 2e meilleure vente, il fallait que je l'explique. Et on l'avait présenté pour des raisons en effet sanitaires, parce que même si c'était dans le cadre de la loi et qu'en effet monter à un certain degré, si tu veux, ça ne dégage pas donc tester par SGS, ça ne dégage pas certaines substances chimiques. À un moment, il faut revenir à une certaine réalité. Même si on met que le produit passe pas au micro-ondes, tu sais bien comment ça se passe. Les gens après, ils ont plus l'emballage et puis ils font pas gaffe et puis ils mettent au micro-ondes et ça devient des substances hautement cancérigènes. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, elle était écologique et tout simplement, c'était un de nos premiers pas sur notre lutte contre le greenwashing. Il faut savoir que le greenwashing va rentrer, ça m'a été confirmé moi par ma direction hollandaise et j'ai tendance à bien les croire là-dessus, ça va être légiféré, il y aura de plus en plus de lois contre le greenwashing. Et il faut savoir qu'un produit en fibre de bambou, c'est super beau, ça a l'air ultra écolo, on le met dans une belle boîte en carton recyclé, mais c'est ni recyclable ni biodégradable. Donc c'est absolument pas circulaire. Ça n'avait vraiment aucun sens à tous les niveaux. Donc oui, on a été impacté, on a été grandement impacté sur nos ventes, mais on a remplacé les produits soit par du PLA, pur et dur, soit par du PP, par exemple, qui est un plastique. Et encore une fois, on a tendance à diaboliser certains plastiques. Le PP, en l'occurrence, dans nos pays, on sait le collecter, on sait le recycler. C'est une matière qui est extrêmement circulaire. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est vrai que l'écologie, c'est un vaste débat, c'est un vaste domaine. On a tendance à faire un pas en avant, 2 pas en arrière, à essayer des trucs, tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, on a finalement 2 vraies certitudes. La première, c'est faire des produits qui soient utiles, qui soient durables dans le temps, mais surtout qui soient utiles en un, et en 2, ne pas solliciter les ressources naturelles autant que faire se peut, notamment au niveau de l'eau, etc. Donc finalement, réutiliser des matériaux déjà produits, ça a énormément de sens dans une volonté écologique. Ça, finalement, à part ces 2 points-là, tout autre aspect écologique peut aujourd'hui encore finalement être débattu. Donc voilà, donc oui, on a été grandement impacté, mais on a réussi à se retourner sans problème. Mais voilà, en France, on a réagi en premier. Il faut savoir qu'il y a certaines entreprises aujourd'hui qui s'y sont servies de la France comme un déversoir, puisque les autres pays refusaient la fibre de bambou mélamine, mais pas la France. Donc ils ont stoppé les ventes
en Allemagne, en Autriche, par exemple, et ils ont continué à vendre en France, puisqu'on avait encore le droit de le faire. Bon, nous, on a stoppé vraiment dans toute l'Europe, quoi. On n'a pas tout détruit, pour être très clair, parce qu'à un moment, la cam, elle était déjà là, c'était déjà produit, donc on a quand même continué à les vendre tant qu'on le pouvait. Et puis après, voilà, on a stoppé. Et pour les raisons sanitaires, en effet, mais moi, c'était terrible, parce que nous, quand on a arrêté ces produits-là, moi, je les voyais encore en station-service et dans les magasins, etc., quoi. Donc les gens ne comprenaient pas. Mais je vous garantis que dans beaucoup de pays européens, c'était déjà acté, tout à fait compris, et même hautement recommandé, quoi, de les stopper. Ouais, donc il va falloir faire preuve de pédagogie entre fibre de bambou et bambou pur. Diane, est-ce que aujourd'hui, quels sont les avantages déjà écologiques de cette plante mais d'où provient-elle? D'où provient le bambou qu'on utilise aussi aujourd'hui? Je vous posais la question à Julien comme à Diane. D'où vient-il? On le sait d'Asie, mais plus précisément d'où? Et est-ce qu'on en trouve aussi en Europe, voire en France? Alors c'est une bonne question. Je pense que justement la culture plutôt écologique de cette plante, le fait qu'il y ait une phytoépuration assez forte en fait de cette plante, une absorption du carbone plus forte que des forêts de pins notamment, a fait émerger dans les consciences que c'était une matière écologique et puis qui a fait que c'est utilisé finalement sur beaucoup de produits. Encore aujourd'hui, quand tu disais que tu les voyais dans les stations-service, moi je les vois encore même sur des annonces Google Paid de certaines enseignes. Quand vous tapez mug, fibre de bambou écologique, vous avez encore des gens qui payent pour être bien référencés sur ces produits et qui vendent encore ces produits, hein, donc, malgré les dizaines de rappels qui ont été faits sur le marché cette année. Donc voilà, on en trouve encore. C'est vrai que dans la tête des gens, le bambou est, de par sa culture, qui ne nécessite pas d'intrants chimiques, qui absorbe les sols, l'eau dans les sols, qui a une bonne capacité d'érosion. Voilà, la culture du bambou est en elle-même écologique. C'est plutôt sa surexploitation commerciale qui aujourd'hui fait nous poser des questions. Et puis surtout cette confusion entre fibres de bambou et bambou qui du coup n'était pas distinguée au démarrage dans nos objets pubs. Et puis quand il y a eu la réglementation là, qui s'est imposée au marché français en ce début d'année, on a vu aussi que du coup les clients, les annonceurs, maintenant ont tendance à avoir une confusion dans l'autre sens et rejeter en bloc tout ce qui est bambou. C'est-à-dire que le bambou brut est parfois même complètement rejeté. Et c'est aussi pour ça qu'on trouve important de faire un peu ce vrai du faux sur le bambou pour bien distinguer ce qui était un produit et ce qui est toujours un produit toxique parce que mélangé avec du plastique, et ce qui est un produit brut qui par contre, et ça rejoint ta question du début, la culture commerciale du bambou ne se fait pas en Europe. C'est-à-dire qu'il y a du bambou, hein, bien sûr, qui peut pousser dans nos jardins de banlieue parisienne même, ça pousse partout le bambou. C'est plutôt d'ailleurs une plante invasive, ce qui en fait aussi dans sa culture une plante dangereuse quand on fait de la surexploitation, parce que ça a tendance à prendre finalement un peu toute la place et à créer une vraie monoculture et du coup une perte de la biodiversité. C'est ce qu'on voit notamment dans les grandes forêts de bambou en Inde ou en Chine. Mais voilà, les produits qu'on a ici, qui sont vendus comme des produits écologiques, que ce soit en fibre ou en bambou brut, c'est toujours du bambou qui vient Vietnam, Inde, Chine, Est de Chine, en grande majorité. Okay, donc pas du tout à l'heure actuelle de culture sur le sol européen ou en France. Pas pour répondre aux grands besoins que nécessite le marché. Ça reste très épisodique. Il n'y a pas la capacité de répondre aux besoins. Nous, la plupart, ça vient de la région d'Angzhou, si je me souviens bien. Mais en fait, c'est un flou artistique, si tu veux, sur la traçabilité du bambou. Donc, c'est en effet très, très compliqué. À un moment, c'est encore une fois, est-ce que ce qu'on fait a du sens ou pas? Je prends du bambou, oui, mais pour remplacer quoi? Pour faire quoi? Le problème qu'on a, c'est qu'on s'adresse aujourd'hui donc à notre métier, hein, qui est l'objet de communication, et comme son nom l'indique, ou l'objet média. Et comme son nom l'indique, on est
est dans la communication et donc dans l'image. Et très souvent, un produit qui est bien habillé, hein, qui a l'air écolo, fait plus le job qu'un produit qui l'est sans en avoir l'air. Moi, aujourd'hui, je suis estomaqué par l'hypocrisie ambiante de beaucoup d'annonceurs. Bien évidemment, je ne citerai pas de nom, mais c'est assez hallucinant où on se moque que la bouteille en acier, par exemple, vienne d'Asie. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas marqué Made in China dessus. Je trouve ça absolument inadmissible, puisque ce qui va nous permettre d'avancer sur les problématiques actuelles, c'est la transparence et c'est l'honnêteté intellectuelle. Et à un moment, si tu veux pas faire un produit qui vient d'Asie, c'est ton droit, mais le faire et le caché entre guillemets, alors qu'au passage c'est juste totalement illégal, hein. Il faut l'origine du produit sur le produit, si je ne m'abuse, au niveau européen. C'est assez choquant. Et donc en effet le bambou a été dans un premier temps le super produit écolo parce que ça a l'air tout beau, tout propre, tout naturel, machin, et aujourd'hui en effet on a tendance aussi à le diaboliser. Ça reste une matière finalement quand même en effet assez écologique, et comme le disait Diane, c'est un vrai problème de surconsommation. Dès qu'on rentre dans la surconsommation, quelle que soit la matière, quel que soit le produit, et ben ça part en cacahuète, si je puis dire. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des conditions de travail qui ne sont pas acceptables au niveau social, tu te retrouves avec des besoins en ressources naturelles qui sont disproportionnés, etc., etc. On n'est plus dans une notion finalement d'équilibre. Et comment on prévient ce genre d'appel d'air comme ça vers une surconsommation et du coup des conditions qui peuvent se dégrader, que ce soit pour les travailleurs ou pour grâce à SGS, en certifiant, en testant, en faisant des audits et en certifiant et en traçant et avec de la transparence, un maximum de transparence. C'est vrai que nous, notre société fait pas mal d'audits sociaux et audits d'usine pour vérifier justement tous ces points-là, soit selon le cahier des charges internes clients, soit selon le cahier des charges classiques. Mais les audits sociaux sont très très importants. On a vu qu'on a quand même pas mal éliminé le travail des enfants en Inde notamment. Donc c'est aussi avancer et être transparent, surtout que les usines soient transparentes et que chaque société qui achète des produits en Chine soit aussi transparente par rapport à leurs fournisseurs. Tu parles justement de transparence. Je crois que c'est chez Xindao, justement, vous, et de tracing et de traçabilité, vous développez un outil de mesure, de scoring RSE, de vos produits. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là, sur ce projet ? Il y a plusieurs choses. L'outil de scoring, en effet, il est en plein développement et d'ici à 2022, il verra le jour. Et clairement, tous nos produits sur tout notre catalogue auront leur score en termes d'impact CO2. Puis on a déjà avancé, nous, avec une technologie qui est développée par une société qui s'appelle The Movement, une société hollandaise qui a donc créé cette technologie Aware. On va en fait mettre des micro-traceurs dans la matière. La matière sera scannée du début à la fin de la prod et on aura la garantie que la matière dite recyclée ou écologique qu'on a achetée se retrouve en fin de production, ce qui nous permet de maîtriser totalement notre supply chain. Donc oui, on y travaille. Après, il y a différents types de calculs. Nous, à un moment, on communique énormément sur l'économie d'eau, voilà, parce que le fait d'utiliser un coton recyclé, voilà, on a un sac coton. Alors, je ne veux pas faire la pub aujourd'hui, mais on a un sac coton, en coton recyclé, et on peut certifier aujourd'hui que c'est 1200 litres d'eau économisée. Néanmoins, ce calcul, il est référent à un certain mode de calcul. Est-ce que je prends en compte l'eau de la pluie ou pas, etc. Et il y en a plusieurs. Donc, il faut choisir celui qui nous semble le plus pertinent. Voilà, on travaille là-dessus, mais on a une Sustainability Manager qui est vraiment très au fait de tout ça, et ça nous paraît être de toute façon évident et inévitable, puisqu'il va y avoir de plus en plus de lois où il va falloir justifier son impact CO2 sur la planète. Et vu que si ça vient pas de nous, si ça vient pas naturellement de nous, ce sera légiféré, c'est inévitable. Et il va falloir que la plupart des entreprises soient, je crois que le but c'est d'ici 5 ans qu'on soit à une émission de CO2 qui soit flat en fait, qui soit neutre quasiment. Et c'est un sacré boulot, Donc nous c'est vrai qu'on y travaille, et justement pour revenir sur notre thème, le bambou, ça n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra avoir des certitudes et dire oui ou non. Et à un moment, il y a la matière, mais il y a son produit, il y a ce qu'on en fait, il y a comment on la transforme, il y a comment on la transporte, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Et c'est un gros raccourci de dire le bambou c'est écologique ou ça l'est pas en fait. La réponse de base c'est ça dépend. C'est assez compliqué, mais il faut se poser les bonnes questions, il faut essayer de faire des choses qui ont du sens. Et Diane, vous êtes en contact tous les jours justement avec les annonceurs. Vous dites qu'ils ont cette tendance, hein, c'est soit justement on s'emballe, on veut du bambou sans trop se poser de questions parce que c'est bien habillé, ça fait écologique, ou à contrario, comme tu le disais, on le refuse purement et simplement parce que là aussi on mélange un peu tout. Comment on travaille avec les annonceurs
pour leur faire comprendre que voilà, il faut aller chercher la bonne matière pour le bon produit, comme le disait Julien, possiblement avec un plastique recyclable, mais qui vient d'ici, et peut-être plus écologique. Voilà, comment on arrive à les faire évoluer sur ces questions? Je pense que tu l'as dit, Julien, le maître mot, c'est la transparence. Et de ne pas rentrer dans ce jeu-là aussi, nous-mêmes, en tant que distributeurs, voilà, de mettre des raccourcis de qualificatifs avec un terme. Typiquement, l'exemple un peu voilà, le plus parlant, je dirais, c'est qu'on avait l'impression pendant longtemps que le bambou était une matière magique qui transformait un produit tout de suite en RSE. Typiquement, une clé USB... à partir du moment où c'était enrobé d'un peu de bambou, on avait l'impression que c'était un produit RSE, quoi. Alors que, en fait, sur une clé USB, ce qui est quand même le plus impactant et ce qui est le plus important à regarder, c'est quand même ce qu'il y a à l'intérieur, d'où viennent tout ce circuit électronique. Est-ce que la capacité de votre clé est suffisamment conséquente pour être vraiment utile et utilisée voilà, et durable pour vos collaborateurs. Donc nous, en tout cas, quand on vient vers nous avec un brief, on essaye de décortiquer un petit peu les matières, les pratiques, et puis de leur faire se poser les bonnes questions. Et puis voilà, c'est surtout là-dessus. Et puis du coup, en ne jouant pas le jeu de l'opacité, c'est-à-dire que c'est important, comme tu le disais, de dire à nos clients, voilà, sur ce produit, de toute façon, les bons produits viennent de Chine, mais il y a différentes manières déjà d'importer de Chine, il y a différentes productions en Chine, il y a des usines qui sont certifiées, d'autres pas. Voilà, donc c'est plutôt en décortiquant tout ce qui se cache derrière un produit. Et c'est comme ça, nous, qu'on pense que voilà, les gens se poseront des bonnes questions. Et ils sont à l'écoute, parce que bon, il y a quelques années de ça aussi sur ce marché, c'était les annonceurs ne regardent que le prix. Aujourd'hui, voilà, on commence quand même vraiment à passer cette étape. Est-ce que ça pourrait devenir le prochain danger? C'est on ne regarde que le côté ça va faire écologique. C'est la nouvelle martingale pour les annonceurs. On a mis de côté, on n'a plus la question du prix, mais aujourd'hui c'est ce côté ça fait écolo, donc je le prends quand même. Est-ce qu'au-delà de l'annonceur, c'est l'utilisateur final, finalement la population générale, qu'il faut aussi éduquer, j'allais dire, sur ces matières-là? C'est vrai qu'il y a une demande croissante de la part des annonceurs pour des produits qui sont écologiques ou font écologiques. La dernière étude de FCPE montrait que 89% en gros des récipiendaires d'objets pubs voulaient notamment que ce soit un produit écologique et ou made in France. Donc il y a un intérêt de la part des annonceurs. Cela dit, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une volonté de mettre le prix qui va avec. Donc je pense que nous, notre rôle aussi, c'est de pouvoir accompagner le client sur un peu finalement consommer moins mais mieux, c'est-à-dire peut-être faire moins de quantité, de choisir des opérations plus ciblées dans l'année, des cibles plus pertinentes pour leur image de marque. Mais cela dit, nous, notre positionnement chez DreamAct est de ne vendre que des produits dont on peut amener une certaine transparence. Et on refuse, en fait, quand un client vient vers nous avec je veux tel produit, si nous, on estime que c'est un produit qui fait du greenwashing, de toute façon, on ne le vend pas. Et pour autant, on est en effet un tout petit distributeur dans le marché des distributeurs de l'objet pub, mais on arrive progressivement à faire notre part belle et sur des prix qui sont en effet des prix unitaires plus élevés, parce qu'on parle d'un produit qui est fabriqué dans un ESAT en Ile-de-France, un atelier d'insertion en Ile-de-France à partir de matériaux upcyclés. Forcément, on n'est pas tout à fait sur le même projet qu'un produit standardisé, fait dans des milliards d'exemplaires. Donc, mais voilà, je pense qu'il y a de plus en plus d'annonceurs quand même qui acceptent ça. Julien, toi aussi, tu sens ce besoin de faire de la prescription justement sur ces matières, démêler le vrai du faux, leur expliquer, et puis peut-être encore même aller pour pas que ça devienne en effet voilà, ce côté martingale aujourd'hui, oui, je veux du bambou, je veux un produit écologique, sans trop chercher ce qu'il y a derrière. Ouais, on voit de plus en plus. Je parlais tout à l'heure de cette espèce d'hypocrisie, par exemple, sur le Made in China, etc. Mais à contrario, je rejoins totalement Diane, où pour moi, on re-rentre dans une ère qu'on pourrait appeler less is more ou less is better. On fait moins et on fait mieux. Et on le ressent clairement.
pas forcément sur les matériaux, mais par exemple sur la provenance. On a vécu depuis le début de la crise sanitaire, on connaît quand même un China bashing qui est important, c'est-à-dire dans la tête des gens, la Chine est un petit peu diabolisée, à juste titre parfois, mais vraiment, je vous garantis, pas toujours, parce que quand vous voyez ce que savent faire certaines usines en Chine, il faut savoir qu'en Asie, les usines, la Chine est quand même l'usine du monde, les Chinois, ils respirent l'air qui est juste là, à côté de chez eux, donc ils sont beaucoup plus avancés sur le recyclage, le traitement des déchets, l'écologie. Et après, c'est aussi une histoire de business. Nous, plus on va demander de la certification, plus ils vont y aller, tant que ça va leur ramener du business finalement. Et je vous assure, vous prenez des usines en Europe, mais c'est une catastrophe. On veut on parle beaucoup de réindustrialiser pardon, la France. Si ça se fait, il va falloir que ça se fasse progressivement et intelligemment. Et moi, j'ai en effet quand même le sentiment qu'aujourd'hui, beaucoup d'acheteurs et beaucoup d'annonceurs ont été prêts à mettre des prix plus élevés pour aller sur du circuit court ou sur du produit réellement écologique. Je le vois moi là, avec notre gamme Impact, avec des produits Wear, où je vais avoir un tote bag qui est en effet sensiblement plus cher qu'un tote bag en coton normal. Et franchement, ça s'est très très bien vendu. Je pense que les mentalités sont réellement en train de changer. Je pense que la crise sanitaire qu'on a vécue et la crise mondiale avec ce dérèglement de tout finalement dans le monde du flux de marchandises, etc., va nous emmener vers plus de responsabilité dans nos achats. Et chacun, à un moment, devra assumer ce qu'il achète jusqu'au bout. Donc, je pense que DreamHack est tout à fait dans la bonne direction et que le marché va de plus en plus leur donner raison. Ouais, j'en suis intimement convaincu. Moi, j'ai pour habitude de dire, là, sur le salon, quand on présente nos produits, notre métier sera essentiel et durable ou ne sera plus. C'est un luxe aujourd'hui de produire des choses qui finissent à la poubelle et qui ne servent à rien, que l'on ne peut plus se permettre. Tout simplement, il faut un moment en avoir conscience, quoi. Et je pense que les gens en ont conscience et petit à petit, on va y venir. Je me souviens, quand le Tour de France a commencé à décrier un petit peu les objets publicitaires, je sais que ça a gêné beaucoup de gens dans notre métier, c'était un petit peu embêtant. À titre personnel, je trouvais ça super cool. Je trouvais ça plutôt pas mal, quoi, parce qu'en effet, la manière dont c'est fait, dont c'est géré, pour moi, est l'exemple type de je te balance les trucs avec des polybags et des machins. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant que le Tour de France commence à se poser cette question et que ce soit en plus un petit peu médiatisé. Ça a permis un peu d'élever le débat. Et on peut se dire, ah zut, c'est négatif pour le métier de l'objet pub. Ouais, mais non, tu sais quoi, ça va faire parler de notre métier. Puis on va aussi expliquer ce qu'on fait, ce qu'on peut faire. Et ça a été notamment très, très bien pris par la Fédé, qui a mené ça d'une main de maître et qui a donné de très bons arguments. Donc oui, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix de faire moins et de faire mieux. Et de faire de l'ultra ciblé. Et de plus en plus, on va laisser le choix aux gens sur le produit qu'ils veulent. Parce que si c'est pour t'offrir un produit qui finalement ne t'intéresse pas, je suis persuadé que notre métier va évoluer en ce sens. J'en suis intimement convaincu puisqu'on n'a pas le choix. Voilà. On a parlé justement du bambou là, en matière d'objets. Diane, juste un petit pas de côté aussi pour le textile, parce qu'on utilise aussi de la fibre textile de bambou dans notre métier. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y a des vigilances à avoir aussi sur le textile ? Oui, un petit peu comme l'objet. La fibre de bambou textile, quand c'est juste la fibre de bambou peu transformée, en fait, c'est très rêche et pas très doux. Mais ça, en fait, on le voit dans 1% des cas, dans ce qu'il y a sur le marché textile. À 99%, en fait, c'est de la fibre de bambou transformée, qu'on appelle de la viscose ou du lyocell, grosso modo. Et en fait, ça, c'est plutôt sur la partie transformation, en fait, où il y a un impact écologique et sanitaire, d'ailleurs, assez désastreux. Grosso modo, il y a de la soude, enfin, il y a plein de choses qui est rajoutée. Et cette transformation est démontrée comme gravement entravante pour la reproduction humaine, quoi. C'est donc notamment sur les salariés qui travaillent la matière. Et de la même façon, ça a été souvent présenté comme une matière écologique parce que, en fait, sur le papier, c'est de la fibre naturelle. Contrairement à du polyester ou autre. Et donc, tout le monde s'est un peu engouffré dans la chose en vendant ça comme une matière textile naturelle.
Alors que voilà, la transformation en fait une matière qui est assez désastreuse. Et ce qui est assez difficile en plus à appréhender, c'est que vous pouvez être par exemple GOTS et avoir du coup la mention donc, fibre naturelle GOTS et avoir jusqu'à 10% de votre matière ou de votre produit qui contient de la viscose ou du lyocell, qui, pour le coup, va certifier que la culture du bambou, elle, était peut-être bio, mais par contre, pas du tout de certification en tant que telle sur le traitement chimique de la matière. Donc c'est vrai qu'il faut faire, pareil, quand même attention à cette fibre. Après, il y a sûrement... Par contre, au niveau de la viscose, au niveau des détectages de la composition de textile, c'est marqué viscose. On n'a pas le droit de marquer viscose de bambou. Donc ça reste viscose, qu'elle soit purement synthétique ou issue de fibres végétales, ça reste de la viscose. On marque bambou uniquement sur l'allégation marketing, sur le packaging. Sur l'étiquetage composition, c'est marqué viscose. Si c'est de la fibre de bambou naturelle, là c'est marqué bambou naturel, mais sinon ce sera marqué viscose. C'est le règlement du coup des textiles qui impose cette composition. Bon, bah, du coup, il y a encore des combats et des vigilances à mener. Merci à tous les trois pour vos interventions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, j'avais une question sur. Vous avez parlé pour les in-house de la. Oh, c'est bon, je pense. Oh, non. Merci. De la mise en place d'un scoring. Je voulais savoir, pour en savoir un peu plus, c'est quoi? Ce serait comme le Nutri-Score, un truc A, B, C, D, E avec des couleurs, c'est ça? Ce sera sur les émissions de CO2. Alors, j'ai pas le droit, c'est vraiment confidentiel. J'étais la semaine dernière en Hollande, donc au niveau de avec qui et comment on va le faire, c'est déjà quelque chose qui est en place, en tout cas. On sait avec qui on va le faire, j'ai pas le droit de le dire. Mais non, ce sera les émissions de CO2. C'est-à-dire que vous aurez sur mon catalogue, par exemple, tel produit, c'est, je dis n'importe quoi, 100 grammes de CO2 émis. De par l'étude de son cycle de vie, encore une fois, de A à Z. Et tel produit s'étend. Et je suis sûr qu'on va avoir des surprises. Ça ne veut pas dire qu'un produit qui émet beaucoup de CO2, on va l'arrêter, pour être très honnête, hein, mais on se doit d'être transparent. Mais au moins, les gens vont acheter en toute conscience. Voilà, donc en effet, on travaille sur cet outil. L'outil existe déjà, mais on travaille à l'implanter. Il en existe plusieurs. Il y a une entreprise à Paris que je vais citer, parce que je les aime beaucoup, qui s'appelle B-Site, qui en ont créé un. Qui est semble-t-il, assez extraordinaire. Mais voilà, donc nous, je sais qu'on est aussi sur quelque chose. Ils ont été d'ailleurs en relation avec notre Sustainability Manager, mais ça nous paraît encore une fois essentiel dans cette quête de transparence. Voilà, c'est acheter en toute confiance finalement. Et ils interviendront demain, B-Site, sur notre table ronde dédiée à la RSE. Voilà, parfait, merci Julien. Tu dis que c'est encore un peu confidentiel, mais est-ce que tu as une date au moins, c'est un calendrier, c'est pour le lancement de ce projet. Au grand plus tard, la haute saison 2022, mais je pense logiquement, normalement, même début 2022. Voilà, normalement début 2022. Voilà. D'autres questions ? Tu sais bien que je suis un grand fan du bambou et surtout un grand fan de le détruire parce que c'est vraiment une plaie. Tu parles beaucoup, vous avez tous parlé beaucoup de transparence. Mais il y a Florian qui a employé le mot qui, moi, me tient le plus à cœur, c'est l'éducation. Et l'éducation sur le bambou, elle commence par nos fournisseurs, puis par le revendeur, puis par le client final. J'ai l'impression qu'on attend souvent qu'il soit trop tard pour commencer. Vous avez expliqué la France quand elle a retiré tous ses produits un peu mauvais élèves de l'Europe, quand l'Europe au début de l'année a retiré tout ce qui était en mélanine, alors que ça fait que 5 ans qu'on le crie, au niveau alimentaire. Et au niveau alimentaire, parce que c'est quand on chauffe à plus de 70 degrés, si je ne me trompe pas, que la mélanine commence à sortir et provoque... Bon, voilà. Allez, 60, 55, 40. Ouais. Il n'y a pas que la mélanine. Il y a tout ce qui est derrière. Ce qu'on appelle la migration globale, donc les substances... Ce qu'on appelle la migration globale, donc la totalité des substances qui ressortent du produit, souvent c'est aussi un test défavorable. Donc, Et ce que je veux dire, c'est que c'est par l'éducation qu'on va arriver à ça. De nouveau, c'est bien d'avoir des scorings, des choses comme ça, parce que c'est très visuel, c'est très parlant. Ça permet de comparer,
Mais tant que les gens ne savent pas ce qu'ils mettent en circulation, ben les choses n'évolueront que très marginalement par rapport à ce qu'on voit sur le marché. Tu disais, Julien, que tu es un peu atterré de voir un peu sur le salon ou dans tous les salons qu'on fait les choses en bambou et qu'on vend ça comme quelque chose d'écologique, RSE. Le coup de la clé USB, c'est mon grand favori. Une clé USB avec du bambou, c'est écologique, c'est une certitude. Mais c'est encore aussi ancré dans l'esprit de nos clients. Et il faut vraiment, c'est là où notre rôle, je pense, de fournisseur pour les revendeurs et les revendeurs pour leurs clients, c'est là où il y a un pivot à jouer. Et c'est là où le manque de communication, de transparence, d'éducation se fait ressentir. Voilà. Si je peux juste vous répondre sur ça, nous chez Dreamact, en fait, on a 2 cibles. On a une cible de particuliers via un site où on vend des produits de petits artisans, et on a le site Dreamact Pro où nos clients, c'est des annonceurs. Et en fait, j'ai l'impression que notre chance finalement dans ce monde de l'objet pub, c'est que l'automatisation, la vente en ligne et tout est quand même assez à la ramasse. Et du coup, c'est plutôt bien parce qu'en fait, on a du coup toujours un contact humain. En tout cas, le distributeur a un contact humain avec l'annonceur, le fournisseur a un contact humain avec le distributeur. Enfin, c'est une chaîne où voilà, le rôle des commerciaux est assez central. Les commerciaux se sont pas transformés en experts acquisition digitale, quoi. Et en fait, je trouve que c'est plutôt une chance justement pour cette éducation du client, parce que du coup, nos commerciaux à toute échelle peuvent transformer un peu leur métier et ne pas être simplement des gens qui vendent tout azimut, mais peuvent être aussi ces vecteurs de l'éducation sur les matières, sur les bons choix, être vraiment des accompagnateurs. Et je trouve que ça, c'est plutôt une chance pour transformer finalement notre secteur. C'est aussi, par contre, par l'allégation commerciale qui est mise sur le packaging. Là, en fait, on trompe le consommateur en mettant bambou. Il est fort vraisemblable que des lois vont arriver contre le greenwashing, ce qu'on appelle le greenwashing. L'éducation, c'est une chose, on peut essayer, il faut le faire. Et je pense qu'on essaye tous de le faire. Mais à un moment, ça va être les lois. Moi, je suis désolé de voir que ces produits en fibre de bambou mélamine, il y en a encore, comme le disait Diane, sur le marché, et le temps que ça a mis à être retiré, à être légiféré, je trouve ça surréaliste. On est censé en plus être l'Europe, si tu veux. Encore une fois, on a dit la France a été le mauvais élève, mais on en parlait tout à l'heure. Apparemment, il y a même encore des pays où tu peux encore les fournir, donc ils vont servir encore de dépotoir, si tu veux, où ils vont aller vendre ces produits-là. Donc à un moment, de toute façon, ça va être légiféré. Donc c'est d'anticiper le monde de demain. Et le monde de demain, il y a de grandes chances qu'il y ait des lois anti-greenwashing et que chaque utilisation de matière soit un petit peu plus quantifiée. Et à un moment, c'est encore une fois, la transparence, à mon avis, va de pair avec cette éducation. Il y a qu'en étant transparent qu'on pourra éduquer convenablement, entre guillemets, éduquer, en tout cas informer les gens. Et après, libre à eux d'acheter en effet comme ils l'entendent. Mais je pense que ça vient pas de nous, encore une fois, ça viendra des lois. Et aujourd'hui, ce serait un péché pour une entreprise comme la nôtre, fournisseur d'objets promotionnels, enfin d'objets médias depuis de nombreuses années, de ne pas se projeter dans le monde de demain. Et se projeter dans le monde de demain, c'est anticiper toutes ces choses-là et être le plus transparent possible. Et aller, nous, parce que regarde, éduquer les gens. Moi, il y a quelques années, quand j'ai sorti mes produits en fibre de bambou mélamine, je disais que c'était trop bien, quoi. C'était écologique et tout, c'était cool. J'utilisais pas de pétrole, c'était une super alternative au plastique. J'ai totalement changé d'avis. Et j'ai encore des produits sur mon catalogue, que ce soit high-tech ou autre, en fibre de blé, de riz, de ce que tu veux, qui sont aussi des matériaux composites. Et aujourd'hui, si tu veux, la moindre des choses, déjà, c'est plus de les mettre dans des packaging, tu sais, en carton recyclé, mais de le mettre dans un packaging normal. Il y a des réalités économiques pour des entreprises. Et quand tu as un produit qui te fait, je dis n'importe quoi, 200 000 € par an sur une ref qui est en fibre de blé, bon, tu sais quoi, tu la gardes. Et puis après, il faut regarder, parce que d'un autre côté, en effet, j'utilise pas de pétrole. Est-ce qu'au final, on n'a pas toutes ces réponses. Donc, quantifier, première étape, en fonction des résultats de la quantification, prendre des décisions et que chacun puisse acheter en son âme et conscience. Mais en effet, à vouloir éduquer, le problème, c'est qu'on dit aussi, encore une fois, l'écologie te dit, tu fais un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc, moi, j'ai dit des inepties pas possibles sur la fibre de bambou, parce que j'y croyais, par contre, et puis et j'avais pas de raison de pas y croire, si tu veux. Et puis après, l'expérience a montré que donc, les problèmes sanitaires d'un côté, les problèmes écologiques de l'autre. C'est toute la complexité du truc. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup rester sur le côté produit utile qui dure dans le temps, que les gens vont utiliser, que peut-être quand je vais décéder, mon fils il va en hériter, tu vois, tellement ça dure dans le temps. Acte 1, acte 2,
pour arriver au Dream Act, oh elle est belle, acte 2, je réutilise je ne ressollicite pas la planète au niveau des ressources naturelles et je réutilise des matériaux qui ont déjà été produits. On a tous dans nos placards de quoi recycler du coton pour 15 000 générations. Je prends moi comme souvent l'exemple d'un Capital sur M6 là, qui avait lieu, où ils ont un reportage sur l'eau utilisée pour les jeans. Si je me souviens bien, un jean c'est 4000 litres d'eau, s'il te plaît. Et nous on est là, des jeans, on en a 50 et puis ça vaut que dalle. Et s'il a un petit trou effiloché, on le jette dans la poubelle normale, on le recycle même pas, etc. Du moment où on va rentrer dans une économie un peu plus circulaire, il y a quand même des choses à faire parce que la planète nous a donné beaucoup de choses, à nous de les réutiliser. Je peux rebondir dessus. En fin de compte, c'est bon comme ça. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est aussi pour ça que... C'est bon? Oui, ok. Et surtout, je pense que, en fin de compte, Maxime, tu as utilisé le mot d'éducation. À la DFPCO, on préfère aussi le mot évangélisation, même si ça a une connotation un petit peu différente. Parce que l'idée, c'est de prêcher un petit peu la bonne parole, dans le sens, oui, je sais, on le dit régulièrement. Et je pense que c'est parce que le mot éduquer peut être un peu plus compliqué aussi dans certains cas, et où certaines personnes peuvent être un petit peu, comment dirais-je, contraintes par rapport à certaines logiques. Mais bref, au-delà des termes, on se rend compte aujourd'hui que non seulement il faut effectivement la transparence, mais aussi qu'il y a un énorme flou artistique en termes de réglementation. D'ailleurs, il n'y en a quasiment pas. Okay. Par contre, on voit aussi que la réglementation avance plus vite que prévu, parce qu'on a mis quoi, 20 à 30 ans pour se rendre compte que le BPA n'était pas bon. Là, le bambou, ça fait pas quand même très longtemps que c'est sur les marchés et que ça a été beaucoup plus rapide et que ça va continuer à avancer sur ce genre de choses. Je te confirme qu'il y a effectivement des discussions fortes au niveau européen sur encadrer la notion de greenwashing. Et c'est pour ça que voilà, donc nous, on essaye effectivement à la DFPCO de faire de l'évangélisation, hein, je le répète, on parle aussi d'éducation, on utilise les deux mots, parce que l'idée, c'est aussi de dire que finalement, le faire en toute transparence, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Il y a ceux qui veulent faire du produit non écolo, ou en tout cas non RSE, comme ça. Mais d'un autre côté, on peut aussi dire que finalement, ceux qui veulent en faire, par contre, il y a un devoir, c'est de parler correctement et de le faire en toute transparence. D'où d'ailleurs la prochaine conférence à 15h30 qui va en parler. Parler, créer des devoirs. Quel teasing. Merci, merci Gérald. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Merci à tous d'avoir assisté à cette table ronde et à nos intervenants.